Dans le 6e épisode de True Detective saison 2 Church in Ruins, Ray et Frank règlent leur compte et nos amis détectives passent enfin à l'offensive en infiltrant une sex party où la drogue et les sales types coulent à flot. On en parle tout de suite. Bienvenue dans l'After Show. Aujourd'hui, je suis avec Yal Sadat de Technicart et Guillaume Gendron de Libération. Alors, comme d'habitude, on va commencer par la fin, parce qu'apparemment, c'est la règle dans cette série. Cette dernière scène où Annie infiltre une sex party, les fameuses soirées dont on entend parler depuis le début de la saison. Moi, je trouve que c'est une scène haletante, probablement une des plus haletantes de la saison, beaucoup plus que la fusillade, en fait. C'est vrai que oui, c'est le vrai morceau de bravoure de la saison 2. La fusillade, effectivement, on disait que c'est la réponse en fait, à la première saison, au fameux plan séquence. Et là, c'est beaucoup plus fort en fait. Je pense que c'est vraiment la scène récompense quoi, après plusieurs épisodes un peu éteints. Et pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est impressionnant visuellement, au niveau de la mise en scène. Ça marche sur un principe qui est celui, on pourrait penser à des climax comme ça, à Notorious de Hitchcock par exemple. Les enchaîner, oui. Voilà, les enchaîner avec le principe de la réception qui est piratée, parce que c'est un peu le nœud, quoi. C'est-à-dire que ça permet d'en mettre sur le tapis la thématique de la saison, qui est en fait les problèmes de lit en fait, de tous les personnages, Oui. qui ont tous un rapport un peu compliqué au sexe, on a l'impression. Et donc ça c'est très intéressant parce que c'est comme si en allant à cette soirée finalement, surtout Rachel McAdams, ils ouvraient l'espèce de boîte de Pandore quoi, voilà, et qui mettaient vraiment les mains dans le cœur de ce qui faisait leur hantise et puis leur démon. Mais c'est aussi Eyes Wide Shut quoi, très clairement, c'est vraiment en tout cas thématiquement sur la problématique des personnages, c'est Tom Cruise qui se rend finalement, voilà, qui ouvre la porte de ces hantises qui sont aussi liées à des problèmes de lit, des problèmes conjugaux et sexuels. Ouais, et je dirais parce qu'en vieux film, il y a un côté assez daté, je trouve. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ce style-là, parce qu'en plus, il y a tous les ingrédients pour faire une scène à la HBO, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir des scènes de cul comme on a dans Game of Thrones avec des femmes avec des seins siliconés à tous les coins et avoir un truc super voyeuriste avant de rentrer dans le vif du sujet. Et finalement, on n'a pas tellement ça, vu que tout est flou et c'est pas une scène très excitante. La violence est relativement contenue par rapport à ce que ça pourrait être. Et du coup, je trouve qu'ils esquivent à peu près toutes les attentes qu'on pourrait avoir d'une telle scène, ce qui la rend d'autant plus intéressante. True Detective a tellement été critiqué là-dessus, sur le sexisme, la violence faite aux femmes, etc., que je pense qu'ils ont peut-être voulu éviter la balle sur ce coup-là. Justement, peut-être du point de vue féminin, et donc de ne pas avoir un type qui voit des objets de désir, mais une femme qui voit d'autres victimes, en fait. Je pense que l'idée dans cette scène, c'est que elle revient, en fait, c'était un personnage qui était un peu dégenré, qui était dans un truc très gender, de revendication, émasculons les hommes, etc. Et dans cette scène-là, elle a les oripeaux de la femme fatale, en rondeur, élégante, voilà. Et je pense que le film raconte ça plus qu'une histoire d'exploitation de la femme. C'est plutôt l'idée que tout à coup, cet univers qui est dégenré, où alors les femmes sont sévèrement burnées et où les hommes sont émasculés, ne bandent pas, etc. Tout à coup, là, c'est l'inverse. Pour la première fois dans la saison, il y a des femmes, il y a un peu de chair, quoi. Il y a ce moment où tout à coup ça partouze un peu, c'est suave, et c'est vrai que ça manquait en fait. On avait ça à travers le personnage de Kelly Reilly, mais qui était très calfeutré. Voilà, c'était la potiche, quoi, l'espèce de femme trophée. Et là, tout à coup, c'est vraiment ça. L'épisode devient agréable à regarder parce qu'il y a ce moment de chair. C'est vraiment le Viagra, quoi, l'effet Viagra de cette. C'est vrai que tu peux pas avoir de film noir ou même de néo-noir sans sexe à un moment, quoi. C'est un des piliers du genre. Je crois que c'était Godard qui avait dit tu peux pas faire un film policier sans une femme et un flingue. Jusqu'à présent, on avait le flingue, on n'avait pas la femme, quoi. Voilà. Et là, on a, pas le côté la femme
pulpeuse, Pas la trash. femme objet en fait. Voilà, la femme objet. Ouais, non, c'est Non, vrai. non, mais on est d'accord. Justement, la femme objet, là, c'est assez marrant parce que du coup, la femme policière, la femme objet, c'est la même. Mhm. Elle est dans le même corps et elle doit arriver quelque part à s'évader du corps de femme objet dans la situation dans laquelle elle s'est mise. Il y a aussi une promesse qui a été tenue depuis le début de cette saison qui est Rachel McAdams et ses couteaux. Est-ce que c'est trop appuyé, puis même dans l'épisode, ce poignardage annoncé? C'est sursignifié dans l'épisode. Enfin, tout l'épisode, tu vois un moment aussi Paul qui joue avec un couteau. Tu vois le couteau qui est planté dans un cochon. Donc en fait, le mec, c'est le cochon. Enfin, c'est quand même sursignifié, quoi. Il faut un phallus, quoi. Voilà, il lui faut un phallus à elle, et en l'occurrence, c'est une lame. Bon, je pense qu'on avait compris l'idée, effectivement, depuis un moment, quoi. D'ailleurs, quand elle s'entraîne dans sa petite routine, on voit qu'elle plante toujours le couteau dans les couilles à la fin. Je sais pas si t'as remarqué. Oui, si. Donc c'est quand même bien... voilà, une fois, c'est dans la tête aussi, mais... Les signaux sont annoncés, ouais. Mais c'est rigolo parce qu'on parle de la dureté de Rachel McAdams qui, dans cet épisode, justement, habillée en femme, mais finalement est plutôt dure. Moi, ce que je trouve de marquant dans cet épisode, c'est qu'on voit à quel point ils sont tous quand même assez doux, notamment les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'elle peut se permettre d'aller dans cette soirée et de se faire droguer parce qu'elle a deux types sur qui elle compte, qui sont à l'extérieur et qui l'attendent. Et c'est impressionnant, cette équipe quand même qui s'est fondée aussi rapidement. Ouais, mais il s'est passé un truc, en fait, depuis donc, le fameux gunfight de l'épisode 4, qui, à mon avis, aurait dû se passer tout de suite, enfin, dès le pilote, c'est-à-dire dès la découverte du cadavre de Casper. C'est-à-dire qu'effectivement, on comprend que ce trio en est vraiment un. Jusque-là, les vases communiquaient jamais vraiment, je trouve. Il y avait ce problème de passer d'une scénette à une autre. On planait comme ça autour de LA. Et là, oui, depuis la fin de l'épisode 4, je trouve qu'on sent que c'est une sorte de... Voilà, ils sont unis c'est un triangle. Ils ont traversé. Moi, je trouve pour le coup que c'est plutôt cohérent. Et moi, j'aimais bien l'idée d'avoir grosso modo, et ça, c'est un truc typiquement de James Ellroy, c'est-à-dire en gros un personnage, un chapitre, chacun fait son enquête dans un coin et on se rejoint à un point médian et à partir de là, le monde s'écroule. C'est exactement ce qui s'est passé dans True Detective. Et quand le monde s'est écroulé, qu'on a tout perdu, effectivement, là, les différences qui pouvaient exister avant deviennent absolument ridicules et oubliées. C'est-à-dire que tout ce qui pouvait avant les séparer, vu qu'ils ont absolument tout perdu, n'a plus aucun intérêt. Donc du coup, c'est un peu comme l'image de gens qu'on envoie à la guerre. Ils se parleraient pas quand ils seraient dans le civil, mais forcément dans un environnement hostile où il faut vraiment défendre sa peau parce qu'ils sont un petit peu dans cette position-là. Absolument. Forcément, l'alchimie se fait de gré ou de force, quoi. Donc je crois qu'on est à ce point-là. Mais parce qu'à côté de ça, Ray, qui s'entend bien avec tout le monde, lui tout seul, là on est en train d'aller dans un nouveau stade. Est-ce que c'est un suicide annoncé, cette espèce de je coupe les ponts avec tout le monde, je prends toutes les drogues et tout l'alcool à ma disposition Non, il suit le conseil que lui a donné Vince Vaughn, j'ai oublié le nom du personnage. Franck. Il suit le conseil de Franck, en fait, d'embrasser ce qu'il est vraiment. Et que le mec qui boit de l'eau et qui est gentil avec son fils, d'ailleurs son fils, il est horrible, il est impossible à aimer, ce gamin. Ils ont fait... C'est catastrophique, quoi. Une scène déprimante, mais alors la plus déprimante et la plus drôle aussi, bizarrement, de la saison. Mais c'est vrai que, oui... Dans cet épisode, je disais, il y a cet effet Viagra où en fait tout le monde retrouve un peu la chair, les rôles masculins, féminins et tout ça. Et du coup, ça explose. Mais lui essaye d'en faire autant. Et il y a cette scène qui est assez intéressante en fait où il met donc en parallèle la scène où il est avec son fils et celle où Vince Vaughn parle au petit gamin de son homme de main, de Stan. Voilà. Le Stan dont on parle depuis plein d'épisodes et personne n'avait compris qui c'était avant qu'il meure. Voilà. Stan est mort, mon Dieu, son Stan fils, est mort. qui a perdu son père. Et on voit que lui commence à vouloir être un père, quoi. On a l'impression qu'il commence enfin à assumer ce truc que lui réclame sa femme, d'être un père, d'avoir un rôle comme ça d'homme puissant, de père tutélaire du moins. Voilà, alors que de l'autre côté, Ray a tous les problèmes du monde à arriver à ses fins à ce niveau-là. Puis il n'arrive ni à être un père, il n'arrive pas non plus à être un cador de la police. Tout ce qu'il fait est voué à l'échec. C'est un peu le seul qui continue à être dans la loose permanente. Et je trouve ça intéressant parce que du coup, il pousse le jeu au maximum, quoi. Il incarne vraiment l'impuissance de A à Z. Et je pense que, je ne sais pas si ça finira par un suicide, mais en tout cas, ça finira par être le personnage qui soit va se révéler à la toute fin, ou alors qui incarnera de bout en bout l'échec du rêve californien, encore une fois, californien de Los Angeles. Voilà. Tout ça, c'est bien gentil, mais il y a une histoire quand même, il y a une enquête. Donc il y a un meurtre
dont personne ne parle, dont Ouais. tout le monde se fout, que le meurtre de Casper. Mais il y a quand même l'enquête avance un tout petit peu dans cet épisode, mais surtout, il nous reste avec des questions. On apprend que les boucles d'oreilles, les bijoux, les rubis, les saphirs. Les saphirs ont été volés au départ en 92 et il y a une histoire d'enfants traumatisés par un massacre. Est-ce que ces enfants, ils n'en ont pas parlé pour rien. On va les voir, ou on les a déjà vus, c'est pas possible. Ils vont pas juste nous raconter cette histoire pour nous faire pleurer. Si, ouais, la logique voudrait que les deux enfants, on les retrouve. Alors, j'ai rapidement vu la photo, ils ont l'air d'être plutôt latinos, enfin, c'est peut-être qu'une impression. Alors, est-ce que ce serait... Mais ça ne correspondrait pas forcément au niveau des âges, mais la fille perdue que du coup Rachel McAdams a retrouvée dans la fête, est-ce qu'elle pourrait avoir une connexion avec cette fille-là? Parce que des personnages de femmes latinos, on n'en a pas vu des masses. Il y a les enfants du maire. La théorie qui tourne le plus sur Internet, c'est est-ce que c'est les enfants du maire? Parce que si on regarde l'âge, en 92, la gamine avait 4 ans, ça fait 88, on est à moins de 30 ans, c'est un peu l'âge des enfants des charmants enfants du maire, non, la droguée et le proxénète. Ça paraît plausible, Ouais. ça paraît effectivement assez plausible. En même temps, après, on va se demander pourquoi le maire est allé adopter ces 2 gamins traumatisés. Mais bon. Donc ça, c'est la première théorie. Et l'autre truc, c'est qu'on apprend qu'il y a un flic blanc, grand et maigre qui a refilé les diamants, les saphirs. Comme tu dis, dans les séries américaines, à un moment donné, il faut qu'il y ait un flic grand et maigre. Dans Twin Peaks, il faut qu'il y ait un Bob grand et maigre avec des cheveux longs. Non, mais là, Bob, il arrive dans les visions d'Annie. On l'a reconnu. Voilà, c'est ça. On l'a reconnu. Effectivement, ouais, c'est très proche. Mais voilà, il faut toujours une incarnation du mal. Et c'est ça qui génère, à mon avis, toute la fièvre interprétative autour de cette Une des théories, c'est est-ce que c'est Paul? Parce que le seul flic grand, blanc, maigre qu'on a dans notre cheptel pour l'instant, c'est Paul. Et ça collerait avec le truc de Deep, du mec qui enquête sur lui-même et qui, au final, découvre qu'il est le... Ouais, donc c'est peut-être Ouais. lui le schizophrène. Après tout, c'est lui qui vit dans le déni depuis le début. Oedipe, donc c'est le sujet dont on parle depuis le début, parce que bon, déjà, un des personnages principaux s'appelle Antigone. Ensuite, elle a un père qui ressemble à un prophète. Ensuite, l'autre, il se fait crever les yeux. Donc on a des idées comme ça. Et on nous a, sur notre page YouTube, on a Pierre-Yves Aurousseau qui s'est fait un long travail d'explication de toutes les hypothèses possibles et qui nous parle, je voulais savoir ce que vous en pensez, de Tisérias, qui est le prophète dans Oedipe, qui annonce à Oedipe qu'il a fauté, c'est pour ça que, voilà, lui a vu Athéna nue. Je vous rappelle que Athéna, c'est la sœur d'Antigone dans l'histoire là. Notre histoire d'Antigone s'appelle Athéna et elle faisait du webcam nu. Donc Tisérias a vu Athéna nue, du coup il a perdu la vue, mais il a appris à parler aux oiseaux. Non, mais après, c'est comme on avait dit la dernière fois, c'est aussi le talent de Pizzolatto, c'est de prendre des références comme ça, de les saupoudrer, comme on l'avait dit, le Yellow King l'an dernier, qui était effectivement un vrai livre sur lequel on pouvait complètement partir dans tous les sens. Là, effectivement, il a pris Sophocle, il a pris les 2 pièces, il a pris Oedipe, il a pris Antigone, il a fait un mix, il a réparti. S'il faut, ça ne veut rien dire, mais effectivement, les liens... Ils sont là et ils ont été faits de manière totalement délibérée. Je ne pense pas du tout que ce soit le hasard. Après, est-ce que ça va nous aider à résoudre l'enquête? J'en doute vraiment. Je pense que c'est vraiment un mirage. Je pense que ce qui l'intéresse là-dedans, c'est la partie psychanalytique en fait. Parce que dans les tragédies antiques comme dans les contes de fées, etc., il y a toujours une partie évidente de psychanalytique. Et la série, pour moi, à ce titre, elle est essentiellement freudienne ou lacanienne, c'est comme on veut, mais en tout cas elle est psychanalytique. Ce que le climax raconte, à mon sens, c'est justement ça, c'est que vraiment on est dans une histoire de résolution de trauma du passé sexuel. Voilà. Oui, et puis clairement, ça on l'avait dit dès le tout début, en fait, c'est vraiment une série sur l'enfance. En fait. C'est les enfants abîmés qui ont mal grandi, qui eux-mêmes élèvent des enfants qui sont eux-mêmes abîmés, et on ne sort jamais de ce cercle. Donc c'est aussi ça. Et la volonté, du coup, l'espoir de tous ces enfants qui ont été abîmés, c'est l'espoir de Frank, c'est d'arriver à réussir et d'en avoir un. Mais du coup, lui en est privé. Par contre, Ray qui a eu cette chance, il a complètement raté son truc. Donc il y a aussi ça quelque part. Il a eu cette chance, mais pas vraiment, parce que c'est pas le sien. Oui, après la définition d'affiliation. Non, mais c'est son fils. Oui, mais en tout cas, il n'a pas effectivement, c'est pas une paternité. Ouais. Et puis je trouve que ce qui est intéressant à la série, c'est qu'il n'est pas gâté par son fils non plus. C'est-à-dire que le fils n'est pas intéressant du tout. Enfin, il y a cette scène qui est super cruelle, mais qui est très bien, c'est quand il le regarde avec dégoût manger sa pizza. Et je pense vraiment que dans la tête du personnage, il se passe un truc. Il se dit non, mais
je lâche l'affaire. Ce mec, ce petit, il veut juste regarder Friends et manger de la pizza, je ne mérite pas ça. Mais ça explique aussi pourquoi c'est tellement centré sur les WASP, enfin sur une population blanche, Ouais. quoi. C'est que c'est la dernière génération, en fait, où les WASP sont au pouvoir. C'est un peu l'essoufflement de cette génération d'hommes et leurs enfants WASP, ils n'arriveront pas à les élever à leur image, quoi. C'est ce que raconte le personnage de Farrell. Ouais. Mais pour revenir au trauma de Annie, qu'on voit effectivement très clairement dans la dernière scène, vu qu'elle a des visions clairement d'un agresseur, d'un prédateur sexuel de son enfance. Qui est probablement connecté à la secte de son voilà, père. ça, on se demande ce qui se passait dans cette secte. Voilà. Mais il y a un truc très clair, de toute façon, je pense que les liens de la secte du père, d'ailleurs je ne sais plus comment elle s'appelle, mais est clairement au cœur de tout ça, et c'est aussi intéressant par rapport à ce que Pizzolatto veut dire, c'est-à-dire qu'il essaye vraiment de régler son compte à la contre-culture des années 70, à toute la permissivité qu'il pouvait y avoir, parce que c'est aussi ça. C'est-à-dire que c'était des sectes un petit peu hippies, mais qui étaient... la pédophilie à l'époque, c'était un tabou qui, justement, les essayait de casser, etc. Et donc, on en revient à ce qu'on disait, c'est une série un peu réac, dans le sens où on dit, regardez comment tout ça nous a abîmés, nous a détruits, et il faut revenir à la loi et l'ordre. Et donc, du coup, ça donne Annie qui est complètement obsédée par l'idée d'être une bonne flic et d'aller castrer tous les hommes qui passent, quoi. Oui, c'est pour ça que la scène, la fameuse scène de partouze, je ne pense pas que ce soit un positionnement comment dirais-je, féministe qui dirait le corps de la femme est exploité, réduit en esclavage et tout ça. C'est plutôt que tout simplement le vice explose à ce moment-là et c'est à la fois visuellement c'est très prenant. D'un autre côté, je pense que c'est très puritain aussi dans le propos. Je pense que les 2 derniers épisodes vont nous donner plus d'informations là-dessus, mais au point où on en est, on ne peut pas plus hypothétiser que ça. Merci pour cette discussion. Donc, continuez avec vos théories, comme vous voyez, on les lit, elles nous passionnent. Vos théories, vos opinions, ce que vous aimez, puis aussi ce que vous n'aimez pas. Et on se retrouve la semaine prochaine. Go.